Alors, Rayman 30e anniversaire édition. Sorti discrètement, pas super marketé, et aussitôt accueilli par une vague de gens qui disaient c'est une arnaque, c'est juste une robe PS1 dans RetroArch, Ubisoft se fout de nous. Honnêtement, au premier regard, je comprends le scepticisme. Une compilation d'un vieux jeu de 1995, un prix pas dérisoire, une édition physique avec une planche d'autocollant, 3 cartes postales, un poster et une jaquette réversible à 35 €, une autre version physique sans goodies à 26, et enfin la version dématérialisée qui est à 20 €. Pas beaucoup d'infos techniques de la part d'Ubisoft. Alors j'ai fait ce que les gens curieux font. J'ai ouvert l'exé. Et ce que j'ai trouvé, c'est beaucoup plus intéressant que du RetroArch balancé à la va-vite. Donc aujourd'hui, on va parler technique, mais accessible, promis. Et on va comprendre ensemble qu'est-ce qui se passe vraiment sous le capot de Rayman 30e Anniversary Edition. Avant d'ouvrir quoi que ce soit, je vais mettre un petit peu de contexte. Déjà, c'est pas juste Ubisoft tout seul dans son coin qui a fait ce jeu. Il y a 3 acteurs principaux derrière ce projet. D'abord, bien sûr, Ubisoft, qui est le créateur de Rayman, le détenteur de la licence de la marque Rayman. Je pense que leur rôle concrètement, c'était de superviser, de valider et de donner l'accès aux archives internes. Ils ont les clés du camion. Et c'est eux qui ont aussi géré toute la partie musée du jeu. On a aussi Atari. Atari, leur rôle exact, on le connaît moins bien. Je pense qu'ils ont participé en tant qu'éditeur, notamment pour les versions physiques du jeu. Mais on va pas inventer ce qu'on sait pas. Et là, le nom intéressant parmi ces 3 acteurs, c'est Digital Eclipse. Vous connaissez peut-être pas, mais ces gens-là, c'est des spécialistes de la préservation de jeux rétro. Dans leur catalogue, on compte Mega Man Legacy Collection, SNK 40e anniversaire, Atari 50, Street Fighter 30e anniversaire. C'est leur dada. Et ils ont leur propre framework interne qui s'appelle l'Eclipse Engine. En résumé, on a 2 acteurs dont on connaît bien le rôle, Ubisoft côté licence, Digital Eclipse côté technique, et on a Atari dont on connaît la présence sans vraiment savoir jusqu'où ça va, mais encore une fois, je pense que c'est lié aux versions physiques du jeu. Et spoiler, c'est Digital Eclipse qui a fait le gros du boulot technique, et c'est ça qui va changer beaucoup de choses dans notre analyse. Ok, un peu de théorie, mais je vous promets que c'est nécessaire et que ce sera pas chiant. Rayman Original, c'est un jeu PS1 qui est aussi sorti sur Jaguar et sur d'autres formats, on le voit dans la compilation d'ailleurs, et le processeur de la PlayStation 1, il utilise une architecture qu'on appelle MIPS. C'est pas la même chose que ce qu'utilisent vos PC aujourd'hui. Eux, ils vont plutôt tourner sur des architectures x86-64. Ces 2 architectures, elles ne parlent pas la même langue. Un programme qui est compilé pour MIPS ne peut pas tourner directement sur votre Intel ou votre AMD. Donc, pour faire tourner un jeu PS1 sur PC, vous avez classiquement 2 options. La première option, c'est l'émulation. Un émulateur va simuler la console, il va reproduire le comportement du CPU, du GPU et de la RAM d'une PlayStation, et il va exécuter la ROM comme si ça tournait sur la vraie machine. C'est une simulation en temps réel. RetroArch, c'est ça, un front-end qui va faire tourner des émulateurs qu'on appelle des cœurs. Et la deuxième option, c'est la recompilation. Là, en l'occurrence, c'est plutôt une recompilation AOT. AOT, ça veut dire Ahead of Time. Donc, au lieu de simuler la console en temps réel, on traduit le code machine d'origine vers du code machine compréhensible par un PC. Et ça avant même de lancer le jeu. Donc on essaie concrètement de passer d'une machine code MIPS vers une machine code x86-64. Et ça, c'est pas de la décompilation, attention. On récupère pas le code source C++, mais on traduit une langue processeur vers une autre. C'est beaucoup plus bas niveau et beaucoup plus propre comme approche. Pourquoi c'est mieux? Parce qu'au lieu d'avoir une couche de simulation entre le jeu et votre machine, vous avez du code que n'importe quelle machine moderne peut comprendre, que ce soit un PC, une Switch 2 ou une PS5. C'est plus performant, plus stable, et surtout ça ouvre des portes pour ajouter des features modernes. Et c'est là que ça devient intéressant pour Rayman. Alors j'ai ouvert Rayman 30e Anniversary sur IDA. C'est un outil de reverse engineering qui permet d'analyser un programme compilé et de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Et en 2 mots, le reverse engineering, c'est quand on compile un programme, le code humain va devenir alors du code machine. On a donc une suite d'instructions pour le processeur qui est incompréhensible pour un humain à première vue. Et le reverse engineering, c'est l'idée de remonter la pente. C'est pas pour récupérer le code original, ça me paraît quasiment impossible pour être honnête, mais pour comprendre la structure, les appels de fonctions, l'architecture. Et voilà ce que j'ai trouvé. Aucune trace d'un émulateur classique. Il n'y a aucune référence à RetroArch, bien qu'il y a des émulateurs existants dans cette compilation, mais qui ne sont pas pour la PS1. En revanche, on va trouver à la place une DLL qui évoque un compilateur MIPS IoT. Donc en clair, le code du jeu original a été traduit vers x86-64, pas simulé.
traduit. Et ça fait sens parce que Rayman 1, c'est un jeu pour lequel la plateforme lead, celle pour laquelle on a fait le jeu, c'était la PlayStation. C'est là que le jeu il a été pensé, optimisé, calibré. En fait, c'est le code MIPS de cette version-là qui est le matériau de base. Et c'est très probablement le seul qui reste encore, parce que je vous avoue que je ne serais pas étonnée que le code source original soit déjà perdu, ce qui rendrait la compilation non pas un choix élégant, mais carrément la seule option valide. Maintenant, petite nuance importante, ça, c'est pour la version PS1. Les autres versions de la compilation, donc il y a GBA, GBC, Jaguar, aussi sur DOS, et le proto Super NES, ça oui, ce sont des émulateurs. Mais attention, ce sont des émulateurs custom. Ils ont été intégrés directement dans le projet, avec une feature parity complète avec la version PS1. Donc en gros, on retrouve les mêmes features modernes partout, et toujours pas de RetroArch. Est-ce que Digital Eclipse utilise une solution maison, un outil interne qui fait cette traduction automatiquement? Très probablement. Et c'est leur expertise depuis des années sur leurs autres collections, ils n'ont pas fait que Rayman, vous l'avez compris. Mais au-delà du moteur, il y a autre chose qui vient contredire cette théorie de ROM plus RetroArch. Et il s'agit des fonctionnalités modernes qui ont été ajoutées au jeu. Alors on parle de cheats intégrés. Si vous jouez à cette édition de Rayman, vous verrez que vous avez des vies infinies, vous avez des PV max, vous avez le déblocage de tous les niveaux, de la sauvegarde à la volée, du support large écran, et aussi vous aurez une compatibilité avec tout type de manette. Ok, certaines de ces features, notamment les petits hacks, les petits cheats, ça peut se faire par patch mémoire. Et ça, c'est faisable en émulation classique aussi. Mais il y a une feature qui, selon moi, change tout, c'est le rewind. Le rewind, c'est pas un argument pour RetroArch, bien au contraire. Donc cette feature du rewind, pour ceux qui la connaissent pas, je vous explique rapidement, c'est la possibilité de remonter quelques secondes en arrière dans le jeu. Si jamais tu meurs sur un saut compliqué, ben tu rewind, tu peux réessayer. C'est une feature qui est pensée pour l'accessibilité, ça rend le jeu beaucoup plus facile, ça va peut-être énerver les pros Rayman, mais c'est vrai que le jeu est tellement plus simple comme ça. Et surtout, ce que le rewind n'est pas, c'est une preuve de bête émulation. RetroArch peut le faire, certes, mais c'est justement l'un des grands avantages de l'approche émulation ou recompilation bien maîtrisée. On préserve le comportement d'origine du jeu à 100%, tout en ayant la main pour y greffer des features modernes, comme celle-là. Quand on fait cette feature de rewind, ça demande de capturer et de restaurer l'état complet du jeu à intervalles réguliers. Ça demande une architecture bien pensée pour ça. Donc faisons un petit résumé de ce qu'on a. On a Digital Eclipse, qui sont des spécialistes reconnus dans la restauration de jeux rétro, une DLL qui pointe vers un recompileur MIPS IoT, aucune référence à RetroArch ou à un cœur d'émulation classique. On a des traces d'architecture PS1 dans le code, mais qui sont exécutées nativement sur x86. Et on a un rewind fonctionnel, qui demande une vraie maîtrise du code. Donc non, ce n'est probablement pas une ROM balancée comme ça sur RetroArch. En tout cas, c'est certain pour la version PS1, qui est clairement le cœur du projet. Les autres versions, elles utilisent des émulateurs existants, mais ils sont intégrés de façon seamless à l'expérience globale. C'est au minimum une émulation custom qui était pensée pour le projet, et très possiblement un système de recompilation IoT, où le code MIPS de Rayman a été traduit vers une architecture moderne, avec tout le travail que ça implique. Et ça change vraiment, selon moi, la perception du projet. Donc c'est pas on a copié une ROM, c'est potentiellement on a traduit un jeu d'une architecture 1995 vers une architecture moderne. Avant de conclure, je voulais vous parler d'un projet que je ne veux surtout pas passer sous silence et qui mérite vraiment qu'on en parle, c'est Rayman Redemption. Parce que ouais, pendant que Ubisoft et Digital Eclipse y faisaient leur compilation officielle, il y a un développeur finlandais qui a pour pseudo Raimani, il est fan de Rayman depuis toujours, et il a passé 3 ans de sa vie à créer un jeu en entier tout seul. Rayman Redemption, c'est Rayman 1, mais comme si le jeu original avait eu 10 fois plus de temps, de budget et d'amour. Tout simplement. C'est le même univers, c'est la même trame de fond, mais il y a tout qui est étendu. Donc il y a des nouveaux mondes, il y a des nouveaux niveaux, il y a des nouveaux boss, on a aussi des mini-jeux, des collectibles, plein de choses. Et on a un Mr. Dark qui a un vrai boss fight digne de ce nom. Donc le jeu, il reprend complètement les graphismes d'origine. Donc on a les assets de Rayman 1 et de ses ports. On a aussi des assets de Rayman Designer, et tout est complété par des créations originales qui sont dans le même style. C'est vraiment un joli travail. Avec un support widescreen, une compatibilité manette aussi. Et il y a même une difficulté casual pour ceux que Rayman a traumatisé à vie. Il est sorti en juin 2020, il est gratuit, vous pouvez l'essayer, c'est disponible sur GameJolt. Ça pour moi c'est le genre de projet qui rappelle pourquoi les communautés de fans elles existent. C'est pas pour remplacer l'officiel, pas du tout, mais c'est pour faire ce que l'officiel ne fera jamais et apporter plus d'amour et surtout plus de liberté à ce projet. Raimani travaille sur d'autres projets, en ce moment il est sur Connie and the Essence of Chaos, c'est un successeur spirituel à Rayman 1 tout simplement, et cette fois c'est avec ses propres personnages, et franchement ça donne envie de suivre. Conclusion, est-ce que Ubisoft et Digital Eclipse ou Atari, je sais pas qui communique là-dessus, mais est-ce qu'ils auraient pu être plus transparents là-dessus? Clairement oui. L'absence de communication technique, c'est ce qui a alimenté le plus les critiques sur ce jeu. Les gens, ils voient un prix, ils voient pas d'informations, ils portent forcément du pire. Après, est-ce que c'est du foutage de gueule? Non. Rayman 30e anniversaire, ça ressemble davantage à un vrai travail de restauration technique. Et ce travail, il porte sur bien plus que la version PS1. Parce que
La version PS1, elle est recompilée, et les autres, donc GBC, GBA, Jaguar, Super NES et les versions DOS, elles sont émulées, mais elles sont intégrées avec le même soin. On a les mêmes features, on a la même cohérence, tout est clean quoi. Et c'est très probablement parce que le source code de ces versions, il n'a jamais été archivé. Donc l'émulation, là, c'était vraiment la seule porte d'entrée raisonnable, à moins de tout refaire from scratch, mais est-ce que ça fait vraiment du sens? Des versions qu'on n'avait souvent pas pu jouer proprement depuis leur sortie. Ce genre de boulot, c'est ce qui fait que dans 20 ans, tout sera encore jouable sur des machines qu'on n'a pas encore inventées. Et pour la préservation du jeu vidéo, c'est exactement ce genre de travail qui compte. Voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez creuser d'autres aspects techniques, les commentaires ils sont là pour ça. Et si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson. À bientôt!